messieurs, nous voulons vous saluer au nom de la direction générale de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je suis Anderson Dash de la division guichet des services aux PME et du renforcement des capacités des groupements et associations au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je prends la parole au nom du directeur général, M. Salimou Bamba, qui a bien voulu lui-même présenter le mot de bienvenue à tous les participants et toutes les participantes de ce webinaire. Et pour des contraintes dues à son agenda, il m'a chargé de le faire. Alors, je voudrais donc en son nom souhaiter la bienvenue ou la cordiale bienvenue à toutes et à tous. Et l'agence Côte d'Ivoire PME est pratiquement dans sa 3e année d'exercice. Et en 3 ans, l'agence a pu mettre en place des supports ou des services d'accompagnement des entreprises. Le premier service que l'agence a mis en place, c'est Dream Factory, le centre d'incubation Dream Factory, qui s'occupe de l'accompagnement des startups et des TPE. Ensuite, nous avons le guichet des services aux PME, qui donc est l'instrument d'accompagnement conseil et de formation des entrepreneurs, des TPE, des PME. Et nous avons le centre d'intelligence des affaires qui s'occupe de la collecte et d'analyse de données en vue de la production de rapports sur l'écosystème des PME. Ce centre d'intelligence des affaires est appelé PME BI. Et enfin, le 4e service support aux entreprises, c'est le bureau de développement des PME en région qui nous permet d'intervenir aujourd'hui dans les régions de Boaké et de San Pedro pour également apporter notre soutien à l'écosystème entrepreneurial local en vue de participer donc au développement économique local. Alors, l'agence Côte d'Ivoire PME est l'organisme gouvernemental en charge de la mise en œuvre de l'exécution de la stratégie nationale de développement des PME. L'agence dépend donc, est sous la tutelle du ministère de la promotion des PME. Et à ce titre, l'agence travaille ou collabore avec tout l'écosystème des PME, les fêtières, les organismes. Et nous voulons au passage saluer toutes les fêtières qui ont reçu nos invitations et qui donc prennent part à ce webinaire. Également, nous sommes en partenariat avec la GIZ, qui nous espérons en ligne également pour cette formation. Et dans le cadre du plan de riposte du gouvernement dans cette crise liée au Covid-19, l'agence est également partie prenante de manière très active dans ce plan de riposte. Et l'agence assure à ce titre le secrétariat exécutif du Fonds de soutien aux PME et entend donc par cette nouvelle mission apporter tout son soutien dans l'accompagnement des entrepreneurs quant aux critères remplis et aux différentes formalités à remplir pour bénéficier de ce fonds. Alors, aujourd'hui, nous avons une thématique très importante qui porte sur l'adaptation et la résilience des PME et des TPE de l'agroalimentaire face à la crise du Covid-19. La crise a eu assez d'impact sur plusieurs secteurs tels que le transport, la restauration, le commerce et l'agroalimentaire, les hôtels également, le tourisme. Et donc, l'agence, de façon sectorielle aujourd'hui, a voulu apporter un appui, une assistance au secteur de l'agroalimentaire qui a été fortement impacté par la fermeture des restaurants, des maquis, des hôtels, quand on sait que les produits issus de la transformation, de la petite transformation agroalimentaire, sont acheminés dans ces différents centres d'achat ou ces centres de consommation. Alors, pour animer donc ce thème, pour mieux expliquer, mieux former, mieux accompagner les PME et les TPE de l'agroalimentaire à faire face à la crise actuelle, l'agence s'est donc attachée les services du docteur Élise. Dr Élise Nguessan est microbiologiste et elle est maître assistant à l'université Peloforo Gon Coulibaly de Korogo. Et elle a également, en compagnie de son collègue
M. Gaussou, qui lui est M. Gaussou Kraramoko, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Korogo, attaché de recherche et laboratoire régional en agroalimentaire et biotechnologie à l'Institut Charles Violette à l'Université d'Artois en France. Voilà. Alors, ce sont nos intervenants qui certainement vont animer ce panel et nous allons procéder effectivement à ce webinaire dans un premier temps par l'exposé ou l'intervention de nos experts, après quoi nous allons laisser la parole aux participants pour des questions, pour des contributions, afin que nous puissions avoir des échanges ou des partages de bonnes pratiques concernant le milieu de l'agroalimentaire, que ces bonnes pratiques d'affaires-là puissent être diffusées, partagées et puissent servir au plus grand nombre. Je précise que ce webinaire est enregistré. Nos services s'occupent de l'enregistrement en ligne afin de pouvoir rediffuser toute la formation plus tard sur nos plateformes et nos réseaux sociaux. Voilà. Et donc, bonjour, docteur Élise. Bonjour, oui. Voilà, à l'enseignant-chercheur, M. Gaussou Kraramoko. Et nous sommes très ravis de vous avoir et nos auditeurs sont en ligne et nous vous laissons donc la parole pour votre intervention, s'il vous plaît, docteur. Merci, M. Anderson, pour la présentation. Et donc, comme le disait M. Anderson, je suis Élise Nguessan, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Korogo et je suis microbiologiste. Et je suis avec mon collègue qui a également été présenté, le docteur Kraramoko Gaussou. Le webinaire de ce matin porte sur l'adaptation et la résilience des PME et TPE agroalimentaires à la crise du Covid-19. L'objectif étant, si vous le permettez, je vais fermer la vidéo. OK, docteur. Alors, le webinaire de ce matin porte sur l'adaptation et la résilience des PME et TPE agroalimentaires à la crise du Covid-19. L'objectif étant d'explorer certaines voies de gestion de la crise au sein de ces entreprises en vue d'assurer la continuité de leurs activités. Et donc, en termes d'organisation, le PowerPoint suivant, s'il vous plaît. Okay. Le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous patientez, s'il vous plaît. Vous patientez, docteur, je viens. Il n'y a pas de souci. OK. Voilà, en termes d'organisation, nous avons décidé d'aborder cette thématique en 3 points. D'abord, la restructuration des réseaux de production et distribution des PME-TPE. Ensuite, les mesures de prévention du Covid-19 et de protection des employés et des consommateurs. Et au dernier point, nous aborderons les risques que pourraient représenter les aliments dans la transmission du virus. Alors, je rappelle en introduction que face à la crise sanitaire provoquée par la maladie du coronavirus, l'économie mondiale est quasiment à l'arrêt. Et dans certains pays tels que la France, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela, malgré les risques liés à la crise, il faut continuer à nourrir la population, ce qui place les industries agroalimentaires en première ligne. Et donc, quelle attitude devraient adopter ces entreprises pour, je dirais, minimiser les risques et atténuer l'impact du Covid-19 tout en garantissant la protection des employés ainsi que des consommateurs? Avant de répondre à cette question, je vais vous présenter brièvement ce que nous savons de la maladie. Alors, le Covid-19
est une maladie respiratoire qui se propage principalement de personne à personne. Elle est provoquée par un virus, le SARS-CoV-2, qui a été identifié en Chine fin décembre dernier. Alors, je précise que SARS-CoV, c'est un acronyme qui signifie syndrome aigu respiratoire sévère pour SARS et coronavirus pour CoV. Et depuis son émergence, les données requises sur ce virus montrent que sa transmission est principalement interhumaine. Elle se fait par contact entre les personnes, également par inhalation de gouttelettes infectieuses émises par une personne porteuse du virus. Et la contamination peut également se faire en touchant une surface ou un objet contaminé. Alors, les premiers signes de la maladie apparaissent après une période d'incubation qui peut être variable et dont les extrémités ont été fixées en 2 et 14 jours. Quant aux symptômes de la maladie, il dit que la liste s'allonge au fil de l'évolution de la maladie, de la pandémie, et on peut noter pour le moment une détresse respiratoire qui peut être légère ou sévère, la fièvre, la toux, les vomissements, également un essoufflement et aussi une perte de l'odorat et du goût. Et donc, j'insiste sur ces paramètres pour dire qu'une meilleure connaissance de ces paramètres est vraiment importante pour, je dirais, ajuster au fil de l'évolution de la pandémie les mesures préventives et donc pour mieux nous protéger. Et cela dit, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Et donc, je disais au début, je disais en introduction que le Covid-19 est une crise sanitaire mondiale. Il faut rajouter qu'en plus des ravages sanitaires, cette maladie met en péril la sécurité alimentaire de nos pays qui dépendent pour la plupart des importations et des exportations. Et donc, dans cette situation difficile de restriction des déplacements, quelles sont les mesures à mettre en place pour maintenir la chaîne d'approvisionnement ou alors quel plan de crise mettre en place pour assurer la continuité des activités. Alors, à ce niveau, il faut dire que la crise a carrément surpris tout le monde, je dirais. Les entreprises, beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées à cela et donc beaucoup d'entreprises n'avaient pas de plan de gestion de crise. D'ailleurs, les données collectées sur le site de l'ISO montrent qu'en Afrique, seulement 2,1% des entreprises possèdent un plan de continuité d'activité. On dit qu'il est vraiment difficile de trouver, en tout cas au début de la crise, un plan de gestion de crise tout prêt à l'application. Alors, il faut s'adapter. Les entreprises doivent tout simplement s'adapter en fonction de l'évolution de la crise. Elles doivent s'adapter en fonction de la taille de leur entreprise, en fonction du type de production dans leur entreprise, et puis aussi en fonction des réalités de leur entreprise, puisque toutes les entreprises ne vivent pas les mêmes réalités. Et donc, il faut s'adapter aux réalités de son entreprise et s'organiser au mieux pour pouvoir continuer ses activités. Et donc, les entreprises qui n'ont pas de plan de gestion de crise doivent en envisager un. Et celles qui en ont et qui ont un plan de crise, mais qui n'est pas adapté à cette situation de crise, doivent forcément l'adapter à cette situation de pandémie. Et dans les deux cas, le plan de crise doit être basé sur une équipe pluridisciplinaire pilotée par une personne ressource. Alors, l'équipe pluridisciplinaire ne doit pas être figée, elle doit refléter les réalités de l'entreprise et donc elle peut être composée des représentants de postes clés de l'entreprise. Par exemple, un représentant des ressources humaines, un représentant de la sécurité, un représentant de la production et puis surtout un représentant du service qualité qui va avoir le rôle important dans la mise en place des mesures préventives et également dans la formation et la sensibilisation du personnel. Alors, la personne de référence qui, elle, n'avait également jamais fait face à une telle crise, va s'appuyer, va se baser sur son équipe pluridisciplinaire pour pouvoir prendre les décisions au fil de l'évolution de la crise. Et donc, cette personne de ressources, aidée par son équipe pluridisciplinaire, va mettre en place une organisation efficace pour pouvoir maintenir une communication continue, que ce soit en interne, c'est-à-dire une communication ascendante et descendante, et puis également en externe pour pouvoir assurer la continuité des activités. Et donc, pour pouvoir prendre les décisions, il
il faut se réunir beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Hein, il faut se réunir, il faut privilégier les réunions en ligne. D'ailleurs, les conférenciers du Canada nous ont longuement entretenus sur l'importance du télétravail les semaines passées. Et donc, il faut privilégier les visioconférences lorsque les moyens le permettent, ou alors échanger par mail, par téléphone. On peut également se réunir en présentiel, en respectant les mesures de distanciation physique. Et donc, il faut trouver le moyen, mais il faut se réunir pour pouvoir prendre des décisions au fil de l'évolution de la crise. Et puis également, pour pouvoir revenir, pourquoi pas, sur des décisions qui avaient été prises, mais qui, au moment de la mise en application, se sont avérées inefficaces. Donc, il faut se réunir pour prendre les bonnes décisions au fil de l'évolution de cette pandémie. Alors, la communication, elle doit être continue en interne, mais également en externe avec les parties intéressées, telles que les fournisseurs, pour ensemble trouver des solutions d'approvisionnement pour continuer sur la production ou même continuer ses activités. Et donc, il faut maintenir une communication continue. Le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, voilà, il faut maintenir une communication continue et transparente avec ses fournisseurs de matières premières, par exemple, une communication continue sur les ruptures de stock, une communication continue sur les éventuelles annulations de commandes ou les diminutions de commandes pour ensemble identifier des circuits ou des solutions alternatives pour la fourniture de matières premières et d'intrants. Et puis, il est important de garder des meilleurs ou d'entretenir une meilleure relation avec ses fournisseurs de matières premières parce que dans cette situation difficile, si par exemple votre fournisseur a plusieurs clients et que les réalités de la crise font qu'il ne peut pas satisfaire ses engagements vis-à-vis de tous ses clients, ben, il va privilégier les clients avec lesquels il a une communication, il a une bonne relation, avec lesquels il peut maintenir une communication rapide et efficace. Donc, il importe d'avoir de très bonnes relations avec ses fournisseurs. Également, dans cette situation de crise, il faut envisager un approvisionnement local si cela est possible. Si auparavant vous alliez acheter vos intrants ou vos matières premières en Chine ou à Dubaï parce que c'est moins cher là-bas, avec ces fermetures de frontières, c'est vrai que les transports de marchandises continuent de circuler, mais la crise a touché tous les pays et même si tout a repris en Chine, tout a repris difficilement, lentement, et donc aller vous approvisionner en Chine en ce moment, je ne sais pas si c'est possible, ou alors les conditions vont être très difficiles et le coût du transport va être très, très élevé. Et donc, il faut établir une collaboration avec les fournisseurs locaux pour pouvoir s'approvisionner localement quand c'est possible. Et puis, il faut dire que l'approvisionnement local présente plusieurs avantages. D'abord, la réduction des frais de transport, comme je le disais tantôt. Et puis, l'approvisionnement local a également l'avantage de pouvoir réduire, favoriser la réduction des risques de transmission du virus, puisqu'il y aura moins d'intermédiaires lors des transactions. Et l'autre avantage de l'approvisionnement local également, c'est qu'en vous approvisionnant localement, vous pouvez aider les entreprises locales à se développer, à maintenir des emplois dans cette situation difficile de crise ou même à générer des emplois. Et donc, il est vraiment judicieux d'investiguer pour voir si vous pouvez vous approvisionner localement. Par ailleurs, si vous sous-traitez une partie de votre activité, assurez-vous que les services externes là, avec qui vous sous-traitez continuent leurs activités et surtout dans de bonnes conditions. Par ailleurs, il faut tenir en parallèle une liste de fournisseurs temporaires sur lesquels vous pourrez vous rabattre en cas de difficulté pour vous assurer de la disponibilité d'intrants. Mais cette liste temporaire-là, elle doit être établie en regardant vraiment les critères de sélection. Il faut vraiment faire attention aux critères de sélection
pour éviter de tomber sur des fournisseurs véreux qui vont venir vous vendre des matières premières ou des intrants vraiment défectueux. Donc, il faut faire vraiment attention. Il importe également de prioriser la fabrication des produits dans cette situation de crise. Il faut prioriser la fabrication de vos produits en fonction de la disponibilité d'intrants, mais également en fonction de la facilité avec laquelle vous pouvez écouler ces produits-là. À ce propos, j'ai suivi le témoignage d'une responsable d'entreprise qui a 2 lignes de production dans sa structure. Alors, elle a une ligne de production de pâtes alimentaires et puis elle a une ligne de production de sauces. Et au tout début de la crise, elle a réalisé que les pâtes alimentaires se vendaient très, très bien parce que, vu l'incertitude liée à la crise, tout le monde faisait des provisions et généralement, on fait des provisions avec les aliments qui se conservent le mieux. Donc, elle a réalisé que ces pâtes se vendaient super bien. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a privilégié la ligne de production de pâtes et elle a suspendu la ligne de production de sauce. Elle s'est organisée avec son équipe pour mettre toutes les mesures barrières en place pour pouvoir privilégier la ligne de production de pâtes. Et donc, il ne faut pas hésiter de prioriser la ligne de production qui peut mieux faire vendre vos produits. Alors, en ce qui concerne la distribution, il faut mieux gérer ses stocks et il faut développer aussi des circuits courts dans cette situation de crise. Il faut dire qu'avec les restrictions de déplacement, les fermetures des frontières, les marchés de proximité représentent de véritables opportunités de développement. Donc, il ne faut pas hésiter à investiguer ou développer des circuits courts. Et puis, sachez aussi que l'alimentation en circuit court a l'avantage de réduire les risques de contamination, les risques de transmission du virus, puisque vous aurez moins d'intermédiaires. Également, le circuit court présente l'avantage de réduire les frais de transport. Si vous devez aller plus loin de votre zone pour vendre vos produits et que désormais vous pouvez vendre dans la même localité où vous êtes, eh bien, vous conservez vos frais, vous réduisez vos frais de transport. Donc, le développement du circuit court présente plusieurs avantages. Alors, avec la baisse des revenus et l'incertitude liée à la crise, plusieurs personnes ont difficile à acheter. Et donc, le nombre de clients diminue forcément. Et le peu de clients qui restent, vous devez en prendre soin. Il faut prendre soin de ses clients. Il faut établir une communication continue et transparente avec ses clients pour pouvoir satisfaire leurs exigences. Et donc, vous devez prendre contact avec les clients pour comprendre leur plan de continuité d'activité afin de s'y adapter. Il faut également examiner et gérer de façon adéquate les commandes des clients. Si, par exemple, un client vous passe une commande bien spécifique, avec un type d'intrant bien spécifique dont vous ne pouvez pas vous procurer à cause de la situation de crise, il faut le faire comprendre, il faut le faire savoir à travers une communication rapide et efficace aux clients. Il faut leur faire comprendre que vous ne pouvez pas satisfaire leurs exigences. Donc voilà, il faut communiquer avec vos fournisseurs et avec vos clients pour pouvoir continuer de manière efficace vos activités. Alors, pour avoir une bonne production et une bonne distribution, ou alors pour continuer ces activités dans de bonnes conditions, il faut un personnel présent, en bon état de santé, et puis surtout un personnel bien formé et sensibilisé pour pouvoir se protéger individuellement et puis également pouvoir protéger leurs collègues avec qui ils travaillent. Et donc, quelles mesures mettre en place pour protéger les employés? Alors, quelles mesures de prévention du COVID-19 mettre en place pour la protection des employés? Il faut dire qu'à ce niveau, l'employeur a l'obligation légale de fournir un environnement sécuritaire pour le travail des employés. Et donc, l'employeur doit mettre toutes les mesures barrières recommandées en place pour éviter que l'employé soit contaminé par le virus. L'employé, à son tour, a la responsabilité de respecter toutes les mesures qui sont mises en place pour sa protection.
Et donc, il faut renforcer et adapter les mesures de prévention existantes. Je dis bien les mesures de prévention existantes parce qu'il faut savoir que dans les entreprises agroalimentaires, en tout cas dans la plupart des entreprises agroalimentaires, qui fabriquent et mettent sur le marché des denrées alimentaires qui ne portent pas atteinte à la santé du consommateur, il y a une obligation de mettre en place un système d'autocontrôle. Un système d'autocontrôle qui va prendre en compte les bonnes pratiques d'hygiène et, si les moyens le permettent, un système HACCP, donc une analyse des dangers, et puis un système de traçabilité. Et donc, la plupart des entreprises agroalimentaires ou de transformation des aliments disposent déjà d'un minimum de bonnes pratiques d'hygiène dont il faudra adapter à la situation actuelle de crise. Et donc, il faut renforcer les mesures préventives relatives aux employés, les mesures relatives aux visiteurs, les mesures relatives à la salubrité et également les mesures relatives à la contamination croisée. Alors, en ce qui concerne les employés, slide suivant, s'il vous plaît. Le slide suivant, s'il vous plaît. Oui. Vous patientez, s'il vous plaît, docteur. Oui. Vous pouvez continuer en attendant que je... Okay. En ce qui concerne les employés, il faut renforcer les mesures préventives relatives à l'hygiène comportementale. Et donc, il faut insister sur une hygiène corporelle, une hygiène vestimentaire. Et puis, il faut également être regardant sur un bon état de santé des employés. Par exemple, il faut demander... voilà. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Par exemple, il faut exiger un certificat médical lorsque de l'employé revient d'une absence maladie. Et puis également, il faut renforcer les contrôles à l'entrée de la structure pour tous les employés. Il faut peut-être prendre leur température. Il faut également faire une petite inspection via un petit questionnaire de santé qui vous permettra de savoir si l'employé vient d'une zone, si l'employé présente les symptômes de la maladie, si l'employé est rentré en contact avec une personne malade ou si l'employé revient d'une zone où la pandémie est vraiment, où la maladie est vraiment développée. Par exemple, si votre entreprise est à l'intérieur, que vous recrutez des saisonniers, par exemple, et qu'un saisonnier vous dit qu'il vient d'Abidjan, vous devez être très regardant sur son état de santé, étant donné que la maladie est vraiment concentrée dans la zone d'Abidjan. Donc, il faut vraiment utiliser ce questionnaire de santé qui permettra également aux employés à chaque fois de se rappeler que s'ils présentent les signes de la maladie, ils ne doivent pas se rendre sur le lieu de production ou alors ils ne doivent pas entrer en contact avec leurs collaborateurs. Il faut également mettre une procédure en place pour aviser les employés de ne pas se rendre sur le lieu de production, sur le lieu de travail, s'ils présentent éventuellement les symptômes subjectifs de la maladie, c'est-à-dire la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. En ce qui concerne les visiteurs, il faut également renforcer la procédure existante en matière d'hygiène comportementale pour les visiteurs. Il faut également renforcer les contrôles à l'entrée, avec également l'aide d'un petit questionnaire qui est destiné aux visiteurs. Et puis, lorsqu'on ne peut pas totalement supprimer les visites, il faut vraiment les restreindre, soit uniquement aux fournisseurs ou aux clients. Mais encore quand cela est vraiment nécessaire pour réduire la propagation du virus. Alors, l'entreprise doit fournir une formation et une sensibilisation adaptées à la situation de crise sur le comportement hygiénique des employés. Et cette formation doit inclure tous les employés de l'établissement sans exception. Au cours de cette formation et sensibilisation, il faut faire la promotion de l'hygiène des mains, c'est-à-dire qu'il faut insister sur le lavage et la désinfection des mains.
il faut insister sur le fait de multiplier les points de lavage des mains et puis insister sur le port des gants. Hein. Il faut mettre les gants avant et après. Il faut se laver les mains avant et après le port des gants. Il faut changer fréquemment les gants. Hein. Il y a des gants qui se changent, par exemple, chaque 3 heures. Ou alors, si vous avez... vous pouvez utiliser, par exemple, une minuterie pour vraiment réguler la fréquence de changement de gants. Donc, il faut vraiment insister sur le lavage des mains. Au cours de cette formation et sensibilisation, il faut également faire la promotion de l'étiquette respiratoire. C'est-à-dire qu'il faut inciter à porter des masques quand c'est nécessaire, porter des masques et les changer régulièrement. Parce que si vous mettez le même masque pendant une semaine, vous contaminez, vous courez le risque de vous contaminer, de contaminer vos collaborateurs plutôt que de vous protéger. Donc, il faut changer régulièrement le masque. S'il y a des masques qui se changent très régulièrement, chaque 3 heures, une fois chaque 3 heures. Et puis, vous avez aussi des masques en tissu qui doivent obligatoirement se laver au quotidien et se désinfecter au quotidien. Il faut également insister sur la manière dont il faut porter le masque pour que ça puisse vraiment les protéger. Et puis, il faut aussi insister sur les mesures de distanciation physique. Il faut limiter les contacts entre les personnes, entre le personnel. Il faut donc voir si on peut réduire le nombre de l'équipe, le nombre de personnes par équipe, et dédoubler carrément l'équipe ou réduire le nombre de personnes par équipe pour limiter les contacts. Il faut également espacer ou étaler les cas de travail pour éviter que les équipes se croisent. Il faut étaler ou espacer les pauses café, éviter que tous les employés se regroupent en même temps pendant les pauses café. Il faut sensibiliser les employés à ne pas se partager le matériel et les équipements de travail. Si par exemple vous êtes dans un restaurant et que vous utilisez plusieurs couteaux, vous pouvez marquer ces couteaux-là et désigner les personnes qui doivent utiliser ces couteaux-là. Et si vous avez un seul couteau, si vous n'avez qu'un seul couteau, il faut vous assurer de le nettoyer et le désinfecter avant de le passer à une autre personne. Il faut privilégier les échanges de documents électroniques plutôt que les documents papier. Cela limite la propagation du virus. Sinon, le virus va passer de main en main et donc favoriser la contamination du personnel. Alors, les visiteurs doivent également être formés au comportement hygiénique pour le lavage des mains et également pour toute autre procédure active en temps de crise. Les équipements de protection doivent être disponibles en quantité et en qualité pour tous les employés sans exception. Il faut avoir des masques en nombre suffisant, des gants, des tenues, des vêtements de protection pour éviter une rupture de stock parce qu'une rupture de stock serait vraiment un réel problème pour l'entreprise. Il faut laver les uniformes de travail au quotidien. Si auparavant on les lavait une fois par semaine, il faut les laver, les désinfecter au quotidien à une température et pendant un temps nécessaire pour éliminer le virus. Alors, les visiteurs doivent également disposer en quantité et en qualité aussi de masques, de gants et donc d'équipements de protection. Cependant, les équipements de protection des visiteurs doivent être à usage unique. Donc, ils doivent les retirer et les jeter directement après utilisation. Ils ne doivent pas les réutiliser. Et donc, voilà pour éviter la propagation du virus. Alors, je disais au début de ma présentation que la contamination des surfaces et des objets fait partie des voies de transmission du virus. Et donc, le nettoyage et la désinfection sont très, très importants pour limiter, voire empêcher la propagation du virus. Je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, et donc, le nettoyage et la désinfection sont très, très importants pour limiter la propagation du virus. Il faut donc revoir et adapter son plan de nettoyage
avec suivi en fonction du volume de son activité. Il faut revoir la fréquence du nettoyage, il faut délimiter les zones, il faut identifier les zones à désinfecter et surtout, il faut procéder à une vérification après chaque nettoyage et désinfection pour vous assurer que cela a été correctement fait. Vous devez nettoyer et désinfecter les surfaces de contact en contact avec les produits, ainsi que tous les points de contact avec le personnel. Alors, tels que les poignées, les plans de travail, les vestiaires, les claviers d'ordinateur, les registres d'entrée et sortie, etc. Il faut revoir la fréquence de nettoyage et désinfection à la hausse. Et puis, il faut s'adapter à la situation de crise et améliorer toutes les nouvelles procédures actives de formation liées au nettoyage et à la désinfection. Par ailleurs, si vous sous-traitez vos opérations de nettoyage et de désinfection, il faut vous assurer que le personnel de ces services externes-là est correctement formé aux règles de nettoyage et de désinfection pour être sûr que le travail sera correctement fait dans votre entreprise. Et également, dans cette situation de crise, il faut limiter, il faut éviter ou limiter les contaminations croisées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une contamination croisée? Une contamination croisée peut se produire lorsque vous entreposez dans un même local les produits finis et la matière première. Alors, vous risquez la contamination de la matière des produits finis par la matière première qui est considérée comme souillée. Lorsque les locaux de votre entreprise ne sont pas conçus en respectant les règles de la marche en avant, vous pouvez avoir facilement le flux de la zone sale qui va facilement croiser le flux de la zone propre. Et donc, vous pouvez occasionner des contaminations croisées. Et puis, tout simplement, quand dans votre chambre froide, vous entreposez à la fois les aliments cuits et les aliments non cuits, vous pouvez également favoriser des contaminations croisées. Il faut donc adapter la procédure de prévention existante de la contamination croisée. Et puis, il faut établir les plannings de sorte que les équipes ne se croisent pas. En sorte que lorsqu'une équipe arrive, vous ayez au préalable assaini les espaces personnels avant le démarrage de la nouvelle équipe. Alors, je n'ai plus la diapositive, s'il vous plaît. Je n'ai plus le slide, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, il faut assainir, il faut désinfecter des emballages réutilisables. Si vous utilisez, par exemple, des emballages pour aller chercher vos matières premières, il faut les nettoyer, désinfecter après utilisation pour éviter que le virus que vous aurez probablement ramené de l'extérieur s'installe dans votre entreprise. Et puis, idéalement, il faut utiliser les emballages à usage unique. Il faut également assainir les véhicules utilisés pour le transport interne comme externe pour pouvoir limiter la propagation du virus. Alors, est-ce que je peux avoir le slide suivant? Je vous ai pris deux exemples d'entreprises. Une entreprise de fabrication, une entreprise qui produit des mangues séchées, entreprise Ninagnon qui est située à Korogo. Et donc, grâce à cette entreprise-là, on peut continuer à consommer des mangues même en dehors des saisons de mangue. L'entreprise est composée d'un gérant qui va s'occuper en plus de tâches de la gestion du personnel, des achats, du commercial. L'entreprise comprend également un responsable de production, un agent de production pour le rôle de responsable qualité, également un responsable de maintenance et puis des opérateurs. Et donc, dans cette situation de crise, pour constituer votre équipe de crise, de gestion de crise, vous allez impliquer un représentant de chaque poste clé représenté ici. Et donc, pour prendre des décisions relatives à la gestion du personnel ou aux achats et au commercial, c'est le gérant qui va vous apporter son avis très, très important. Le responsable de production va apporter des informations relatives à la production. Et puis, l'assistant qualité, l'assistant de production qui joue le rôle d'assistant qualité, va avoir le rôle important de la mise en place des mesures préventives et de la formation, la sensibilisation du personnel. Le responsable maintenance, il a sa place puisque
si les machines ne fonctionnent pas, ben, il n'y a pas de production. Et puis, l'opérateur, il vit les réalités quotidiennes de la ligne de production. Et donc, également, il est en collaboration, en contact permanent avec ses collaborateurs. Et donc, son avis peut être très, très important dans la prise de décision pendant cette crise. Et cette entreprise s'est organisée de sorte à maintenir une communication continue avec ses fournisseurs et ses clients. Ils utilisent le téléphone, très fréquemment le téléphone, et puis également ils se réunissent en présentiel en respectant les mesures de distanciation physique dans un local qui leur permet de respecter les mesures de distanciation physique. Alors, ils avaient déjà les bonnes pratiques d'hygiène, ils sont même en train de renforcer leur système d'autocontrôle par la mise en place d'un système HACCP. Et puis, ils ont adapté les bonnes pratiques existantes dans l'entreprise à toutes les mesures mises en place pour faire face à cette situation de crise. Et donc, ils appliquent de façon rigoureuse les mesures barrières qui leur permettent de produire dans de bonnes conditions. Ils ont aussi renforcé les mesures relatives aux visiteurs et donc ils limitent strictement leurs visites aux fournisseurs et aux clients et encore quand cela est nécessaire. Alors, la principale difficulté que connaît cette entreprise durant cette crise est liée à l'approvisionnement de certains intrants. Par exemple, ils utilisent des conservateurs et des sachets de conditionnement alimentaire dont ils s'approvisionnent à Abidjan. Et compte tenu de la situation, c'est vrai que les transports de marchandises continuent de circuler, mais la difficulté liée à la crise fait que le temps de transport est devenu très long, ce qui impacte sur le coût du transport. Donc, le coût du transport est devenu très, très élevé. Et ce qui provoque des difficultés dans leur production. Et donc, cette entreprise-là, en tout cas le responsable avec qui j'ai discuté, me disait qu'au sortir de cette crise, ils allaient revoir la gestion de leur stock au niveau de leur entreprise et essayer de s'approvisionner en fonction de leurs moyens pour ne pas faire face à de telles difficultés si une autre crise se présentait. Il y a une deuxième entreprise, l'entreprise de transformation d'Anacard. Je peux avoir, voilà. Voilà, il y a une deuxième entreprise de transformation d'Anacard qui a quasiment la même composition que l'entreprise précédente. Et la principale difficulté liée à cette entreprise également, c'est la difficulté d'approvisionnement, liée à l'approvisionnement. Et donc, ce qui les retarde énormément dans leur délai de livraison. Ils ont eu des difficultés à livrer un gros client, un de leurs gros clients qui est situé aux États-Unis. Et donc, ils ont eu un retard de mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont établi une communication transparente et rapide avec le client. Ils lui ont fait savoir toutes les difficultés liées à la crise. Le client, il sait que la crise est mondiale. Et donc, il a compris. Et il a rallongé le délai de livraison. Ce qui leur a permis de produire tranquillement et de livrer. Et aussi de ne pas perdre ce client-là. Et donc, il y a un seul mot d'ordre. Il faut avoir une communication claire et transparente, également rapide et efficace avec vos fournisseurs et vos clients pour pouvoir continuer vos activités. Alors, au dernier slide, au dernier point de notre présentation, on se pose la question de savoir si l'alimentation est vectrice du Covid-19. Il faut dire que la question n'est pas totalement tranchée à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, aucun élément ne laisse penser à ce jour que la consommation d'aliments contaminés puisse conduire à une infection par voie digestive. Cependant, la possibilité d'infection des voies respiratoires lors de la mastication ne peut être totalement exclue. Et donc, contrairement aux virus tels que le norovirus et le virus de l'hépatite A, qui sont responsables de gastro-entérite, le virus du Covid-19 est responsable de maladies respiratoires. Alors, par ailleurs, une personne infectée
peut contaminer les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des mains souillées ou en les exposant à des gouttelettes infectieuses lors de tout ou d'éternuement. Et donc, il faut appliquer correctement les bonnes pratiques d'hygiène qui sont une manière efficace de pouvoir prévenir la contamination des denrées alimentaires par le virus SARS-CoV-2, donc le virus du COVID-19. Il faut donc éviter également la manipulation des aliments par une personne malade pour éviter la propagation du virus. Alors, je vais terminer en conclusion en disant que la crise du COVID-19 a un effet néfaste forcément sur les activités, mais il faut, au sortir de cette crise, il faut en tirer les leçons pour le futur. Et donc, il faut revoir l'efficacité de la gestion de sa crise, qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, pour pouvoir mieux gérer une nouvelle crise si elle se présentait. Il faut également, si vous ne l'avez pas déjà, créer ou mettre à jour le document unique. Alors, le document unique, c'est un document très important qui, je pense, est obligatoire pour toutes les entreprises depuis un certain temps ou depuis la crise du 11 septembre, je pense. Le document unique est obligatoire pour toutes les entreprises et ce document-là a vocation à lister les risques qu'on peut retrouver dans une entreprise et à mettre en place, à identifier des mesures pour essayer de faire face à ces risques-là. Donc, il faut consigner toutes les mesures qui auront été prises pendant cette crise-là dans ce document qui vous aidera dans une nouvelle crise, à gérer une nouvelle crise. Il faut également, comme je le disais tantôt, respecter les bonnes pratiques d'hygiène qui sont une meilleure manière de limiter la propagation du virus. Et pour terminer, je dirais de faire attention aux risques d'intoxication liés à la désinfection, aux désinfectants, à l'utilisation intempestive des désinfectants. Il y a des personnes qui, pour avoir un désinfectant plus efficace, vont se permettre de mélanger des désinfectants. Vous pouvez, en faisant cela, inhaler une vapeur toxique et provoquer une intoxication chimique ou alors intoxiquer tous les membres de votre famille. Donc, il faut faire très, très attention au risque d'intoxication lié à l'utilisation intempestive des désinfectants. Et donc, voilà, chers participants, ce que nous avions à dire sur cette thématique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Dr. Élise Nguessan, pour cette brillante intervention qui permet à toutes et à tous de mieux comprendre les enjeux du secteur de l'agroalimentaire quant à la résilience à la crise du COVID-19. Et je rappelle que Dr. Élise Nguessan est microbiologiste. Elle est maître assistant à l'université Peleforo Konkoulipaly de Korogo.